Dans la société occidentale, le travail a une importance toute particulière. À la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», on répond d'ailleurs souvent par sa profession. La notion de travail a énormément évolué au fil du temps. Qui sait ce qu'il en sera demain ? En tant que jeune diplômé, la question de l'avenir du travail me touche particulièrement. Dans quelle société serai-je dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans ? À Bruxelles, à l'auberge de jeunesse Jacques Brel, des gens de tous profils et de tous horizons se sont réunis pour réfléchir à cette question. Je m'appelle Sébastien, je suis travailleur social à TD Carmonde et j'ai 29 ans. Donc je m'appelle Germain, j'ai 26 ans et je suis software engineer. Alors je m'appelle Marc-Antoine, j'ai 25 ans et je suis étudiant, je suis doctorant en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Yves, j'ai 68 ans. Je suis pensionné, mais je suis ancien permanent de la CNE puis de la CSC. Christine, 43 ans, cadre. Anne-François Jourdan, j'ai 37 ans et je suis agent statutaire au SPF Finance. Je m'appelle Jean-Marc, j'ai 57 ans et je travaille dans un syndicat. Je m'appelle Christine, j'ai 40 ans et je suis en pause professionnelle. Organisée par Etopia, la formation Quel avenir pour le travail s'étend sur 3 samedis. On voit que ça reste encore très important le travail dans notre société, qu'on voit aussi qu'il y a des évolutions importantes ces dernières années, par exemple par l'arrivée de Uber ou de Deliveroo, et en même temps il y a des changements dans les conditions de travail, donc on voit des contrats à durée déterminée qui se développent, etc. Donc plein de questions. Et puis la question aussi des contraintes environnementales par rapport à la création d'emplois, qui est évidemment important pour avoir du travail. Et donc tous ces éléments-là, on trouvait que ça avait vraiment du sens d'avoir une réflexion sur l'avenir du travail. Quel était le travail qu'on voulait, le modèle qu'on souhaitait et comment y arriver. Pour cadrer cette problématique très vaste, les 3 formateurs, Olivier, Magali et Arnaud, ont décidé de travailler sur les scénarios proposés par Dominique Méda. La journée commence donc par l'analyse d'une de ces interventions. La sociologue explique que le travail subit à la fois une crise quantitative et une crise qualitative. Elle dégage 3 scénarios en se posant la question de savoir s'ils peuvent répondre ou non à cette double crise. Le premier scénario envisagé est celui du démantèlement du droit du travail. Il s'inscrit dans la lignée du modèle capitaliste actuel. Par exemple, au nom d'un marché du travail plus fluide et pour réduire le taux de chômage, les conditions de licenciement sont facilitées, les droits des travailleurs sont amputés, et les temps pleins disparaissent au profit des temps partiels. Le deuxième scénario est celui de la révolution technologique. À terme, l'automatisation et la robotisation de certaines tâches finiraient par détruire des millions d'emplois. Le troisième et dernier scénario est celui de la transition écologique. Pour Dominique Méda, lui seul peut répondre à la double crise de l'emploi et du travail. Il remet en question la notion de croissance, incompatible avec des modes de vie durables. Le scénario prône le développement des secteurs durables, plus intensifs en main-d'œuvre. Cette création d'emplois compensera la perte occasionnée par la fermeture des secteurs polluants. Une réduction du temps de travail est aussi envisagée. Elle permettra notamment de partager les emplois. Enfin, Dominique Méda propose de démocratiser la gouvernance des entreprises, par exemple sur un modèle coopératif. Après analyse, les participants doivent déterminer quel scénario est le plus probable et quel scénario est le plus souhaitable. L'après-midi est donc consacré à cette question. C'est l'occasion pour les participants de pouvoir travailler en plus petits comités. J'aime bien l'idée de travailler en petits groupes, c'est plus intéressant, chacun peut s'exprimer, c'est plus facile, là où sur une grosse séance plénière, c'est moins évident. C'est pour moi l'occasion de constater que le profil professionnel des participants influe beaucoup sur leurs opinions. Moi, c'est une expérience syndicalisme, donc je veux dire, on m'a jamais accordé des choses parce que je parlais bien, parce que c'était sympa, parce que c'était des bonnes idées, mais parce que je représentais un risque. Il y a parfois tellement de contrastes entre les positions que je me demande si un compromis est possible à la fin de la journée. Un 4e scénario est même évoqué dans les discussions. Et si le système actuel finissait par s'autodétruire ? Et s'il fallait envisager l'avenir du travail sous l'angle de l'effondrement économique ? C'est finalement cette richesse et cette diversité de points de vue qui permet d'arriver à la conclusion de la première journée. Les 3 formateurs résument les positions des participants lors de la séance de clôture. Le scénario de la transition écologique, bien que peu probable dans les conditions actuelles, est le plus souhaitable. Il encadrerait des éléments positifs des 2 premiers scénarios. Par exemple, une flexibilité du temps de travail pour plus de liberté, ou l'automatisation de certains travaux pénibles. Les mecs de d'ING ou de Caterpillar ou autres,
2 semaines plus tard, c'est à cette même adresse que se retrouvent les élèves de la formation. Au programme de la matinée, 3 intervenants extérieurs viennent présenter leur vision de l'avenir du travail. Nabil de la CNE propose par exemple la réduction du temps de travail, d'une part pour créer de nouveaux emplois et d'autre part pour alléger la charge de travail. Il plaide également pour un modèle d'entreprise plus libre. Il faut bien s'entendre, je veux bien qu'on s'entende sur le mot autonomie, c'est donner sa propre norme à son travail. Ce qui est possible sous plusieurs formes, il y a dans l'utopie anticapitaliste, il y a toutes les formes autogestionnaires, ça c'est anticapitaliste, mais il faut trouver des formes d'autonomie émancipatrices pour les travailleurs dans les entreprises actuelles. Pour finir, il insiste sur le renforcement des droits des travailleurs, notamment au travers d'une forte protection sociale. Le deuxième intervenant est Mohsin, chercheur à Ethiopia. Compte tenu de la probable robotisation, il propose des stratégies pour concilier l'évolution technologique et la transition écologique sans détruire d'emplois. Il insiste fortement sur l'importance de l'enseignement pour accompagner les évolutions technologiques. Mohsin propose par exemple d'initier très tôt les jeunes à la programmation et de faciliter l'accès aux formations de l'enseignement supérieur pour développer les emplois qualifiés. Il plaide aussi pour le droit à la formation continue et le revenu de base. La dernière intervention revient à Mathieu de Wevereux de l'Union des classes moyennes. Il critique la réduction du temps de travail. Pour lui, elle est difficile à mettre en œuvre dans les PME, notamment parce que les tâches sont fort différentes. Il se place aussi en porte-à-faux de la démocratisation de la décision dans les PME. Il reflète la position de l'indépendant confronté à ses charges et à la concurrence. 3 avis bien distincts qui ont pour but de donner des pistes de réflexion aux participants. Et les personnes ressources, elles sont généralement au nombre de 2 ou de 3. Et ce qu'on essaye comme critère de choix, c'est d'avoir des avis complémentaires pour de nouveau amener de la valeur ajoutée, du contenu, pour que les participants puissent travailler sur le sujet. Le timing serré de la matinée laisse certains sur leur faim. La frustration de ne pas pouvoir aller plus loin dans le débat, pas pour le plaisir de contredire, mais au contraire pour essayer de trouver des points de rapprochement, parce que je sens qu'il y en a. Et c'était très clair entre les deux, entre Nabil et Mohsin. Il y a des divergences, mais il y a aussi des possibilités de rapprochement. Et c'est ça qui est intéressant pour la démocratie et pour l'avenir de la société. On ne va pas faire 2 sociétés, on va en faire une. L'après-midi, le travail en sous-groupe reprend. Cette fois-ci, le but est de réfléchir à la faisabilité de la transition écologique et aux objectifs à viser pour sa mise en œuvre. Si les participants sont d'accord sur l'orientation globale qu'il faudrait donner à l'avenir du travail, certaines notions comme l'importance du plein emploi, le revenu de base ou encore la réduction du temps de travail ne font pas l'unanimité. Et ce qui me réjouit assez dans l'organisation aussi, c'est tout le cheminement en fait, qui amène à ces conclusions. Et c'est de voir la manière dont les différents participants peuvent modifier leur point de vue, peuvent amener des éléments de compréhension aux autres participants pour amener à cette prise de position collective. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très chouette. À l'issue des présentations intermédiaires, je remarque que les participants ont encore pu dépasser les clivages pour avancer ensemble vers du concret. C'est peut-être en partie dû à l'organisation spécifique de l'université collaborative qui leur permet d'avoir des discussions informelles, par exemple sur le temps de midi. J'ai été frappé le premier jour par des déclarations où je m'étais fait une image un peu facile de la personne, et puis de discuter à table ou je ne sais plus à quelle occasion avec les gens, on voit que c'est plus nuancé, et donc je pense que des cohérences peuvent arriver et des conjonctions de positions. Le dernier samedi de la formation est consacré aux présentations finales de chaque groupe. Ils ont jusque 14 heures pour y réfléchir et préparer leur PowerPoint pour l'exposer. Je suis surpris par la vitesse à laquelle ils parviennent à coucher un grand nombre de propositions par écrit. Les 2 semaines écoulées ont certainement dû leur permettre de réfléchir et de clarifier leur position. C'est donc avec enthousiasme que je découvre le résultat final de la formation. Chaque groupe a une quinzaine de minutes pour présenter son travail. Comme les présentations sont très riches et très fournies, vous trouverez un lien vers un contenu plus complet à la fin de la vidéo. En attendant, voici quelques points de convergence entre les différents exposés. Ils ne représentent bien entendu qu'une partie minime des idées qui ont été soulevées lors de la formation. La réduction du temps de travail est considérée comme un levier essentiel pour répondre à la crise de l'emploi, même si les participants ne sont pas tous d'accord sur son caractère obligatoire. C'est aussi le cas de la reconversion écologique de l'économie. L'accompagnement et le soutien du travailleur doivent donc être renforcés pour pouvoir lui permettre d'être plus apte à changer ou à retrouver de l'emploi dans les nouveaux secteurs intensifs en main-d'œuvre.
Pour cela, il faut notamment donner le droit à une formation continue au long de la carrière, ou encore à une garantie de revenus en maintenant une protection sociale forte. Enfin, les participants s'accordent à repenser la gouvernance des entreprises, pour qu'elle soit moins hiérarchique et permette à chacun de développer ses compétences, peut-être sur le modèle des organisations libérées. Le résultat final se présente donc plutôt sous la forme de pistes à suivre et de recommandations que de propositions détaillées. Très satisfait après la première partie de la formation, Jean-Marc livre ses impressions sur le dernier jour. J'ai eu vraiment du mal parce que j'ai l'impression qu'on a agité des tas de choses dans tous les sens et finalement on a produit des textes mais avec tellement de généralité dedans que j'y retrouve pas mes jeunes. Donc j'ai appris beaucoup au début, à la fin et la méthode de produire des textes comme ça je suis pas convaincu, je suis un peu déçu de la deuxième partie. Pour Marc-Antoine, c'est tout le contraire. J'étais un peu sceptique au début sur l'histoire des scénarios, je ne voyais pas bien où est-ce qu'on allait arriver et finalement on se les réapproprie bien. Et au contraire, il y a un côté plutôt sympa à ordonner les idées et avoir un truc un peu concret. Je dirais que c'est plutôt l'inverse de frustrant, quoi. C'est-à-dire que c'est plutôt agréable de voir que c'est pas que éparpillé, on ne fait pas que discuter comme ça, on peut présenter un truc qui est plus ou moins cohérent, quoi. De toute manière, comme l'explique Olivier, le but de cette formation n'est pas forcément de produire des résultats scientifiquement inédits. Il y a toujours une frustration par rapport aux résultats, parce que les résultats sont relativement limités par rapport à l'intention initiale, mais c'est une formation d'abord et avant tout, et donc sous cet angle-là, je pense qu'ils ont un cadre de base qui leur permet de bien progresser dans le futur sur la question. Même si la méthode ne fait pas l'unanimité, ce qui importe au final, c'est ce que la formation provoque chez les participants. Je suis contente de toutes les idées qui ont été brassées. Ça a quelque chose d'assez stimulant de penser à l'avenir, de pouvoir se dire que voilà, qu'il y a plein de possibilités en fait qu'on peut imaginer et que même si parfois on se dit que le modèle actuel, la société actuelle, il y a quelque chose de figé, ben non, on peut quand même par des exercices plus créatifs comme celui-ci redevenir un peu optimiste. Voilà. Et ça donne envie de passer à l'action, c'est sûr. Après tout, peut-être que l'avenir du travail passe par ce genre d'initiative. Repenser la structure hiérarchique, donner la parole à chacun et s'asseoir ensemble autour d'une table pour faire avancer le processus décisionnel. Après avoir assisté à ces 3 jours de formation, je ne pense pas me tromper en disant que c'est une démarche sans doute assez longue et complexe à mettre en œuvre, mais que le jeu en vaut la chandelle.